Une fois, dans une conférence, on m'a demandé ce que je pensais des animaux dans les labos. Ah oui, ça, c'est encore pire. Évidemment, on ne peut pas dire youpi. Mais et ils sont là aussi, ils donnent leur chair pour faire évoluer la science. Leur vie. Mais le message que j'ai reçu en direct lors de cette conférence, c'était est-ce que vous ne croyez pas que c'est vous, les humains, qui vous maltraitez le plus, qui vous persécutez en permanence? Ils posent ce genre de regard, les animaux, quand on les interroge. C'est pas un jugement, mais ils nous renvoient la balle. C'est « et vous ?» Qu'est-ce que vous pensez de vous? Qu'est-ce que vous pensez de votre humanité? Bienvenue pour cette nouvelle rencontre avec mon invité. Ce sujet qui nous passionne à chaque fois qu'on évoque la communication animale. C'est toujours évidemment passionnant parce que je crois savoir qu'on est un des pays en Europe à aimer autant nos animaux de compagnie. Maintenant, les aimer, c'est une chose, les comprendre, c'en est une autre, et essayer d'appréhender leurs besoins, leurs envies. Et quand on les regarde comme ça, parfois dans les yeux dans les yeux, on se dit souvent qu'il ne leur manque que la parole. Eh bien, la parole, elle peut arriver justement par l'intermédiaire de mon invité. Elle s'appelle Corinne Dupeyrat et elle est avec nous sur les canapés. Bonjour Corinne. Bonjour Marc. Vous allez bien? Très bien, merci. Il ne leur manque que la parole, on est d'accord? Oui, oui. Ah oui, évidemment. Ouais. Vous êtes communicatrice animalière et intuitive et on va parler de biorésonance parce qu'effectivement, la biorésonance aujourd'hui est utilisée aussi avec les animaux. Et c'est une approche qui est très intéressante. Et ce qui est d'autant plus fascinant, parce qu'on a évidemment sans doute tout dit sur la communication animalière, ce qui est fascinant, c'est de voir les changements de vie de ceux qui ont décidé de tout plaquer, alors qu'ils avaient une voie royale qui était en place, quoi, je veux dire. Alors vous, architecte d'intérieur, oui, au départ. Oui. Ensuite, une petite dimension artistique avec les animaux aussi. Qui existe toujours. Qui existe toujours, oui. Vous allez nous en parler. Et puis un jour, la prise de décision de se dire je quitte Paris, je vais m'installer un peu au vert, comme on dit, et je vais vivre de ma passion. Voilà, alors en fait, ça s'est enchaîné un petit peu au fur et à mesure, parce qu'enfant, je rêvais d'être vétérinaire. Eh oui. Et je suis née avec une passion pour les chevaux, mais une passion obsessionnelle. Ma mère a cru que j'étais quand même un petit peu frappée. Et elle m'avait amenée chez le pédiatre en disant « je crois que ma fille a un problème ». Et le pédiatre, heureusement, c'était un homme assez futé qui a dit « mais non madame, ça s'appelle la passion ». Et ça se traduisait comment pour le fait d'être complètement passionné? Je jouais au cheval toute la journée. C'est ça, ouais. Je courais pas, je galopais. Là, j'aurais transformé le studio en un parcours d'obstacles, en fait. Ça me rappelle quelqu'un, ça, dit donc. Alors, si vous avez aujourd'hui une petite fille qui se transforme en cheval et qui saute dans tous les sens, rassurez-vous, tout va bien. Hein, c'est ce qu'on peut dire, oui. Ouais, évidemment. Et alors, évidemment, quand on est petite, vous les avez approchés, ces chevaux, dans votre vie? Et oui, j'ai eu la chance de monter à cheval très jeune. C'est mon père qui m'a appris, j'avais 3 ans. Alors quand j'ai eu une fille, moi-même, je me suis dit non, c'est pas possible. À 3 ans, je montais pas sur un vrai cheval parce qu'il n'y avait pas beaucoup de poneys comme maintenant. Donc, si, j'ai des photos qui en attestent. Et cette passion s'est développée, je l'ai poursuivie, je la poursuis encore. Je suis partie vivre en Normandie parce que c'est une terre de cheval. Eh oui. Au-delà de la gourmandise pour le fromage. Entre autres. Ouais. Entre autres. Et voilà, c'est une partie de moi en fait. Donc les animaux font partie de ma vie depuis toujours. Et la communication animalière depuis plus de 20 ans? Oui. Donc quasiment 20 ans. Quasiment 20 ans. Qu'est-ce qui... cette passion que vous aviez pour les chevaux, donc pour les animaux en règle générale et pour les chevaux, depuis toute petite, vous aviez déjà les prémices d'une communication, des ressentis particuliers? Alors ma mère me racontait que j'étais parisienne et elle me disait que je traînais tous les chiens du quartier derrière moi en fait. Et puis on a eu des chiens, on a eu beaucoup de chiens dans la famille et puis j'ai eu un chat, mais un chat qui faisait tout comme moi, c'est-à-dire qu'elle buvait dans mon verre, elle dormait avec moi, elle travaillait avec moi, elle allait aux toilettes avec moi, c'est-à-dire quand j'étais petite, elle est passée du pot au cabinet en même temps que moi. Enfin, c'était du mimétisme incroyable. Et puis, je passais aussi beaucoup de vacances à la campagne.
en Bretagne et dans le sud-ouest. Et là, eh bien, il y avait toute la nature environnante. À l'époque, il y avait beaucoup de papillons, il y avait beaucoup d'animaux sauvages. Et j'ai eu la chance de pouvoir les côtoyer. J'ai attrapé les papillons à la main, comme ça. Enfin, c'était... Et puis, voilà, c'était un peu toute ma vie, quoi. Alors, les côtoyer ne veut pas dire communiquer. Non, évidemment. Je pense qu'il y avait un lien intime, c'est-à-dire qu'on se comprenait sans se parler. Mais je n'avais pas idée qu'on puisse déchiffrer réellement mot à mot ce qu'ils ressentent et ce qu'ils perçoivent. À cette époque-là, évidemment, en tout cas dans ma famille, ça ne faisait pas du tout partie du décor. C'est sûr. Non, tout ce qui était... lié à l'étrange, c'était très très loin. Enfin, tout le monde était très cartésien et voilà, il fallait faire un métier sérieux. Ce que vous avez fait, hein, ceci dit. Oui, j'ai suivi ça. Mais après, en fait, ma mère était artiste elle-même et en fait, elle avait une très grande sensibilité. Elle percevait les gens, leurs traits de caractère, etc. Et moi-même, en développant ce talent artistique, j'ai aussi développé cette sensibilité, en fait, et cet univers intérieur qu'on a quand on est en état de conscience modifié parce qu'on est très, très concentré, par exemple. Alors, je trouve que pour illustrer vos propos, il y a une image qui est très forte. C'est l'image qui est la couverture de votre livre qu'on va présenter à l'écran. Et cette communication, quand vous avez la posture comme ça face au chat et que vous êtes tête contre tête, il n'y a même pas besoin de ressentir ou d'avoir une quelconque sensibilité, on sait que quelque chose se passe à cet instant. Oui, alors ça c'est Berlioz, mon chat d'amour, qui m'a quittée il y a 2 ans, mais c'est un grand maître. Et en fait, j'ai tout le parcours en communication animale, eh ben, il l'a connu dès ses prémices, en fait. Et quand je dis c'est un grand maître, c'est que dans les formations que j'organise, c'est lui qui participait aux communications et qui enseignait aussi aux stagiaires parce qu'il communique très bien avec les humains. Donc c'était un peu votre accompagnant, c'était un peu votre bras droit. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous vous souvenez justement du jour où il y a cette bascule, cette communication en disant mais oui, mais c'est bien sûr, je communique avec les animaux? Alors, je ne me suis pas dit « je communique avec les animaux ». Au tout début, c'était vraiment « ah, mais ça existe ». C'est-à-dire que j'ai beaucoup monté à cheval, encore maintenant, un peu moins souvent, mais j'ai eu la chance de monter aussi à haut niveau et j'avais un cheval d'amour également, qui venait dans mes rêves. Les prémices, c'était des messages dans mes rêves. Les rêves, très tôt le matin, quand ils sont très prégnants, quand on s'en souvient de façon très précise, ce ne sont pas vraiment des rêves. Et un jour, après avoir fait plusieurs rêves, je demande à une amie éthologue qui est également kinésiologue si elle pouvait venir faire une séance pour mon cheval pour comprendre pourquoi il s'était blessé pendant mon absence. Et en fait, avec toutes les questions-réponses en kinésiologie, elle a fini par me dire qu'il ne souhaitait pas être monté par quelqu'un d'autre que moi pendant que je n'étais pas là. Et c'est elle qui m'a parlé de communication animale, la première. Et là, je n'ai pas douté une seule seconde. Je ne me suis pas dit « oh, est-ce que ça marche? Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Non, non. Je me suis dit « mais c'est Noël. Mais ça veut dire qu'on peut vraiment parler aux animaux. » J'étais une petite fille dont le rêve allait se réaliser, en fait. Mais ça veut dire qu'elle, par le biais de la kinésiologie, elle communiquait avec les chevaux? Elle avait des informations. Si vous connaissez la kinésiologie, bien sûr. En fait, c'est une forme de clairsentience, donc une forme d'intuition par les réflexes musculaires involontaires. Et comment, parce qu'on connaît le test musculaire de la kinésiologie chez les humains,
Mais comment on le fait avec les chevaux? Alors, c'est un transfert. On est avec le cheval et elle fait un transfert. Ça, je ne saurais pas expliquer exactement pourquoi, parce que je ne suis pas kinésiologue et je vais beaucoup plus vite avec l'intuition. Avec l'intuition, oui. Absolument. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous parlez de la communication animale, de la communication intuitive. Mais c'est la même chose? C'est exactement la même chose. En fait, c'est Anna Evans, qui est une des précurseurs en Europe, qui avait posé le terme communication intuitive. Et au départ, elle l'avait déposé, et elle l'a toujours déposé, mais en tant que marque. Et tout le monde a eu assez peur de marcher sur ces plates-bandes. Donc, on n'a pas utilisé ce mot intuitive. Comme on le pratiquait principalement avec les animaux, eh bien, on a apposé le terme animal. Voilà, donc communication animale. Mais c'est en fait exactement la même chose. Ouais. Et puis, on peut même extrapoler parce qu'on peut intuiter sur tous les sujets. Alors, ça veut dire que lorsqu'il y a ce premier contact animalier, j'allais dire, avec la kinésiologie et votre ami, à ce moment-là, vous décidez quoi? Vous décidez d'approfondir? Vous décidez il y a des livres, est-ce qu'il y a des formations? Voilà. Enfin, moi, j'étais complètement excitée, c'était génial. Et donc, j'ai commencé par lire des livres. Et il y en avait dans lesquels, je me souviens, c'était Martha Williams, la connexion perdue. Il y avait des exercices. Et puis moi, je bouquinais dans mon lit comme ça. Et je dis, bon, alors, tiens, la photo de cet animal, qu'est-ce qu'il pourrait avoir à me dire? Puis il y avait après le résultat et c'était vérifié. Alors, surtout, le premier truc, c'est j'ai peut-être un grain, quoi. Peut-être que je suis pas très nette. Comme tous ceux qui ont ce contact avec le subtil et qui débarquent dans leur vie comme ça et qui se mettent à douter, évidemment, la première chose, sinon on se dit, mais ça va bien? Oui, bien sûr. Alors, je suis allée voir une psy. Non, mais oui. Jusque-là, oui. Ah, oui ouais. Sûr. Et en fait, j'ai eu des flashs sur elle. C'est-à-dire, j'ai perçu des choses. Et elle m'a dit, bon, alors, je pense que ça mériterait d'être développé, d'aller un peu plus loin. Ah ouais. Elle était très ouverte. Mais ça veut dire que là, on est au-delà de la communication animale, pour le coup. C'est de la médiumnité pure. C'est pas de la médiumnité. Alors, on va dire médium en tant qu'outil de perception de l'invisible. Le mot médium, on l'utilise surtout pour les personnes qui parlent avec les êtres décédés. Mais en fait, comme je disais juste avant, on peut intuiter sur tout parce que on se sert de ce canal pour obtenir des informations. Et donc, en fait, y a une partie de mon travail, c'est la communication avec les animaux. Et puis, les animaux me parlent beaucoup de leur humain. Parce que si l'humain va bien, l'animal, il se sent bien. Ouais. Et de fil en aiguille, j'ai aussi développé la communication avec les humains, et donc tous ceux qui n'ont pas la parole, du bébé aux personnes handicapées et aux défunts également. Donc c'est bien ce qu'on dit, c'est que la communication animale, c'est extrêmement restrictif dans votre approche. C'est-à-dire que vous avez une communication générale et intuitive. Voilà. Oui, il y a même des chevaux qui me montrent leur écurie. Et je peux ressentir le lieu, l'énergie du lieu. Après, même, ça m'est arrivé, une personne qui voulait acheter une maison, elle m'a demandé quel était mon ressenti. Et en fait, on perçoit toute cette énergie qui est présente. Parce qu'il faut savoir que la matière est faite à 99,99% de vide. Et ce n'est pas du vide. En fait, c'est de l'énergie qui contient de l'information. Donc ça veut dire que à partir du moment où on parle d'énergie, donc de perception, quel que soit le support, quel que soit l'angle qu'on utilise avec les animaux, avec les lieux, avec les biens, c'est la même chose. Et puis même, j'aime bien expérimenter des nouvelles choses. Donc l'archéologie intuitive aussi, ça peut être rigolo. Alors expliquez-nous d'où ça sort, ça. On connaît le remote viewing, par exemple, et puis il y a des travaux qui ont eu lieu un petit peu, mais le remote viewing, c'est aussi... Alors, c'est une méthode qui est très cadrée, très précise, mais pour moi, c'est assez fastidieux aussi. Alors, expliquez-nous ce qu'est, pour ceux qui ne connaissent pas, le remote viewing. Le remote viewing, c'est ce qui s'appelle la vision à distance. Donc, on va poser des questions. C'est si je touchais, qu'est-ce que ce serait comme contact? Si je voyais, ce serait
ça ressemblerait à quoi, toutes les perceptions physiques qu'on aurait si on était en présence du lieu ou de l'objet. Et on les décrypte comme ça. Et après, bon, en général, on croise les regards de plusieurs personnes qui appliquent cette méthode pour avoir un point commun. L'armée américaine a utilisé, enfin, la CIA a financé pendant des années l'armée américaine pour faire des recherches à ce sujet. Je pense que s'ils ont mis autant de moyens, c'est qu'il y avait un intérêt. Sans doute. Donc, vous avez toutes ces facultés, mais ce qui, quand même, vous touche le plus, ça reste la communication avec les animaux. Oui. Oui, parce que l'approche de l'animal est beaucoup plus douce, en général. Un animal ne juge pas. Vous pouvez être moche, méchant, c'est vrai. de mauvaise humeur. L'animal, il vous aime. C'est toujours l'amour inconditionnel, hein, on est bien d'accord. Hein. Vous pouvez l'engueuler, 2 secondes après, il est là. Et il s'est pardonné. Et il pardonne tout de suite. Hein. Quel exemple. Hein. Ouais. Et puis, les animaux nous lisent comme un livre ouvert. On est transparent. Donc, ils peuvent avoir beaucoup de choses à nous enseigner aussi. Et à ce niveau-là, je trouve qu'ils sont des compagnons de route vraiment très éveillés pour nous permettre d'avancer aussi. Et je leur suis très, très reconnaissante. Donc aujourd'hui, ça fait 20 ans, plus de 20 ans quasiment, que vous expérimentez tout cela et vous permettez à ceux et celles qui passent par vous d'avoir ce lien si étroit entre l'humain et l'animal. Je suis toujours très étonné parce qu'à chaque fois, je me dis attention, commençons pas à parler de propriétaire ou de... Non, c'est l'humain, hein, l'humain et son animal. Hein. On dit toujours le mot humain, en fait. Hein. Oui, alors, moi, ça m'arrive pour des raisons de compréhension d'utiliser le mot propriétaire. Ouais. Parce que c'est même un terme juridique. Après, certaines personnes utilisent le mot gardien. Oui, c'est ça. J'ai un petit peu de mal parce que ça représente pour moi plutôt le gardien de prison, l'enfermement. Mais le responsable, quand il s'agit de chevaux, par exemple, dont le propriétaire n'est pas présent, quand il est confié à un cavalier, un cavalier professionnel ou même des entraîneurs de chevaux de course, c'est le responsable juridique. Et après, sinon, moi, je dis son humain. Enfin, voilà. Ce qui compte le plus, je trouve, c'est le respect qu'on a derrière ce mot. Alors, ne me dites pas qu'au travers de cette communication animale, et on en a reçu beaucoup, des gens qui viennent nous parler effectivement de communication animale, que lorsque vous vous baladez quelque part, vous, comment dirais-je, fermez cette communication animale quand soit on ne vous le demande pas, ou soit l'animal lui-même ne vous le demande pas. Moi, je serais tenté, je développerais cette faculté-là, j'irais partout pour essayer de rentrer en contact avec tous les animaux. Les zoos, est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils ne sont pas bien, est-ce qu'ils sont vraiment si heureux? Il y a tellement de polémiques autour justement de ces espaces et de ces enclos qui accueillent ces animaux. Alors certains disent, mais ce sont tous des animaux qui sont nés en captivité, donc ils ne connaissent que ça, donc ils ne sont pas malheureux. D'autres envoient ça d'un revers de main en disant mais non, bien sûr que non, ça reste évidemment un instinct animal, donc ils ne sont pas heureux. Vous ne me dites pas que vous n'avez pas essayé de comprendre. Alors, là, il y a plusieurs questions en une seule. D'abord, l'éthique, pour moi, est vraiment un des piliers de ma pratique. Donc, je ne fais pas de communication quand on ne m'a pas demandé. D'abord, ça peut être hyper intrusif. Imaginez que je vous dise, votre petite chienne, là, elle préférerait des croquettes au poulet plutôt que des croquettes au poisson. Génial. Mais de quoi je me mêle? Mais génial. Moi, j'aimerais savoir, mais vous ne vous rendez pas compte. La faculté que vous avez peut tellement changer les choses dans une relation entre l'humain et l'animal. Mais vous ne m'avez pas demandé. Mais peu importe. Et là, moi, en tout cas, ça ne me poserait pas de problème. Mais c'est votre éthique, je ne serai pas intrusive. D'accord. Et surtout, on peut avoir des informations très personnelles. C'est vrai mais aussi. Vraiment. C'est vrai. Donc, vous êtes déjà tombé sur des animaux qui vous disent j'aime pas mon humain est pas bien avec moi, il me maltraite. Il y a des animaux qui me disent que leur cadre de vie ne leur convient pas. Ne leur convient pas. Alors, dans mon éthique, c'est aussi de ne pas dénaturer la parole de l'animal.
Et là, la posture du consultant, du thérapeute, c'est aussi de savoir trouver les mots. La communication animale et communication intuitive, évidemment, c'est un petit peu comme si on écoutait une partition de musique et il faut trouver les notes justes, les retranscrire. Et la difficulté, c'est la traduction. Quels mots on va utiliser? Le but, c'est pas de juger, c'est absolument pas ça. Ce n'est pas non plus de condamner, mais c'est plutôt d'essayer de trouver les mots que la personne va pouvoir entendre et accepter pour aller vers une évolution et un mieux-être de tout le monde et une meilleure compréhension. Si je reviens sur les animaux sauvages, j'ai eu la chance de collaborer avec des sanctuaires pour des primates, des chimpanzés. C'est extraordinaire. Alors? Dingue. Heureux ou pas heureux, alors? Eh bien, alors... Qu'est-ce qu'ils vous disent, d'abord? Eh bien, alors, justement, quand on est en collaboration comme ça avec les équipes sur place, vétérinaires et dirigeants de ces sanctuaires qui sont là avant tout pour préserver des animaux en danger, et qu'on met l'animal autour de la table pour prendre des décisions qui le concernent, là, ça devient beaucoup plus riche. Et ça a été vraiment extraordinaire. Ce que vous appelez les sanctuaires, c'est les réserves d'animaux ou c'est les zoos? Non, des réserves. Alors, j'ai notamment fait des communications pour le Jane Goodall Institute, qui récupère des chimpanzés orphelins. Ah oui, c'est pas pareil. Donc, quand je parle de sanctuaire, c'est ça. Donc, en général, les mères ont été tuées par des braconniers et les bébés arrivent en état de choc, certains. Il y a des animaux aussi qui ont été adoptés pour en faire des jouets. Et, donc là, ils sont reconnaissants, j'imagine. Bah, déjà, il faut les réparer sur le plan physique et sur le plan psychologique. J'ai eu affaire à un chimpanzé qui avait des troubles, des stéréotypes. Et il s'enfonçait des bouts de bois dans le pied. Enfin, il se blessait, c'était terrible. Et avec lui, par exemple, eh bien, il avait besoin de réconfort et de câlins. Donc, j'ai fait des câlins à distance. Et le constat de la veto, c'était qu'il a arrêté. Il y a des trucs magiques avec les animaux sauvages, c'est incroyable. Et alors, qu'est-ce que l'analyse, dans cette communication que vous avez pu mettre en place avec ce chimpanzé, il vous disait quoi alors en fait? Lui, il avait besoin d'affection, il avait besoin de réconfort en fait par rapport à ce qu'il avait vécu. C'était une grosse angoisse qui traînait en permanence avec lui. Et puis, il y a différents outils. Par exemple, je travaille beaucoup avec les élixirs floraux et on peut les transmettre à distance. Donc, ça l'a aidé. Quand on voit comme ça, par exemple, les singes, même les grands singes, il y a beaucoup de reportages à la télévision, il y a des endroits incroyables où on peut les voir. Parfois, j'aimerais quand on les regarde comme ça derrière leur enclos, de se dire quelle vision ils ont de nous. Et est-ce qu'ils sont conscients de ce que nous sommes? Eh bien, ça, c'est un sujet d'un oracle que je suis en train de terminer. J'ai demandé à tous les règnes, donc les animaux et des arbres, des cristaux, voilà, quels conseils ils pouvaient donner à l'humain. Et pour évoluer, pour se réconcilier avec la nature, avec sa nature. Notre nature primaire, en fait, elle est commune. Je reviens sur le mot éthique, j'étais en train de penser à ça pendant que vous étiez en train de m'expliquer. Je comprends et vous avez tellement raison de poser des bases et des structures pour avoir un cadre et respecter d'abord leur intimité, leur vie, voilà. Et en même temps, je me dis, je pense que ça pourrait dans les premiers temps me rendre fou, ça. Cette envie de tout vouloir savoir. Alors, j'ai quand même du deux moindre outils. Moineau. J'ai deux outils. Le moineau, ça, il n'y a pas une vie privée d'un humain à côté de lui. Non. Donc, si il vous répond, c'est qu'il est d'accord. Voilà. C'est un peu comme au téléphone. Hein. Si vous n'avez pas envie de répondre, il y a le répondeur. Il n'y a personne. Il y a deux solutions. D'abord,
ça m'est arrivé qu'on me demande une communication avec une phoque qui était dans un aquarium. Et là, j'ai dit, bah non, je ne vais pas faire la communication. Ce n'était pas tellement la vie privée des gens, parce qu'il n'y a pas d'humain attribué. Il y a des responsables, mais il n'y a pas la vie privée derrière. Mais j'ai dit, surtout si elle me demande de retourner dans la mer. Moi, je ne vais pas pouvoir. Je vais me sentir impuissante, je vais culpabiliser. Donc là, j'ai posé comme principe, c'est j'aimerais une communication avec cette phoque pour l'aider dans la mesure des moyens concrets dont je dispose. Avec le cadre de ne pas aller déborder sur des choses qui n'étaient pas réalistes, en fait. Quand, par exemple, vous avez, je pense qu'il y a eu des scandales avec les animaux, l'exploitation des animaux, il y a des grosses polémiques au travers des cirques, par exemple, les animaux dans les cirques, il y a des grosses polémiques, je pense à Antibes, avec ce très grand parc aquatique qui a fermé d'ailleurs. Et tous ces, on voyait entre les dauphins, les otaries, tous ces mammifères marins. Et là aussi, il y a une grande polémique parce que le débat, c'est mais non, ce sont des animaux qui sont maternés, ils ont leurs soigneurs, ils ont toute une équipe derrière. Et puis vous avez des associations derrière qui œuvrent pour dire mais bien sûr qu'ils sont malheureux, etc., etc. Moi, j'aurais envie de mettre au service de l'un ou l'autre mes facultés. Mais je propose, j'ai envie, allons-y. Ok. Eh bien, je suis ouverte à toute proposition. Super. Dans ce domaine. Le message est passé. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, il faut réfléchir au cas par cas. Parce que des animaux dans des parcs zoologiques, dans des parcs aquatiques, ils ne sont pas tous malheureux. Parce qu'ils n'ont pas de prédateurs. Ils sont nourris. Ils sont soignés quand il y a des bobos. Et puis, c'est quand même aussi un avantage. Et je crois que là, on va parler de choix d'incarnation, peut-être. Parce que finalement, ils sont aussi les révélateurs de dérives. Et sans eux, on ne serait pas au courant. Donc, on ne peut pas tout condamner. Moi, il y a même une fois, en passant dans un parc zoologique, il y en a un qui me dit « T'as vu comme je suis beau les gens viennent m'admirer quand même. » Et là, on se demande qui est à la place de qui. Et est-ce que finalement, ce n'est pas nous, les guignols, dans un cirque, finalement, quand on replace du point de vue de l'animal? Il y a une personne un jour, une thérapeute en communication animalière qui m'a dit qu'elle avait posé la question à un animal dans un zoo, dans un parc. Et l'animal lui aurait répondu « Mais vous savez, c'est vous les humains qui êtes enfermés. Ce n'est pas moi. » Une fois, dans une conférence, on m'a demandé ce que je pensais des animaux dans les labos. Ah oui, ça, c'est encore pire. Évidemment, on ne peut pas dire youpi. Mais et ils sont là aussi, ils donnent leur chair pour faire évoluer la science. Leur vie. Mais le message que j'ai reçu en direct lors de cette conférence, c'était est-ce que vous ne croyez pas que c'est vous, les humains, qui vous maltraitez le plus, qui vous persécutez en permanence? Ils posent ce genre de regard, les animaux, quand on les interroge. C'est pas un jugement, mais ils nous renvoient la balle. C'est « et vous? Qu'est-ce que vous pensez de vous? Qu'est-ce que vous pensez de votre humanité ?» Qu'est-ce qui, au travers des 20 ans d'expérience que vous avez dans cette communication animale intuitive, qu'est-ce qui vous a le plus bluffé de tout ce que vous avez eu l'occasion de côtoyer? J'allais dire là tout de suite la capacité de résilience. Des animaux? Des animaux. La compréhension, la bienveillance, leur empathie. Évidemment, ce sont des êtres hyper empathiques. Et puis surtout, les humains qui les accompagnent quand leur animal transmet qu'il y a des problématiques et que peut-être ça serait bon pour eux d'essayer de résoudre certaines difficultés. Eh bien, c'est certaines personnes qui n'auraient pas fait l'effort pour eux-mêmes. Ils le font pour leur animal. Et quand on sait ce qu'un travail sur soi engage comme courage et comme
volonté et comme persévérance, eh bien, moi je dis que merci aux animaux et à ces personnes qui les accompagnent. On dit parfois aussi que certains animaux ont un comportement ou une attitude un peu étrange, mais cette attitude est justifiée par le fait qu'ils essaient d'informer leurs humains peut-être d'une pathologie ou peut-être pas pour eux, hein, mais qu'ils détectent chez leurs humains. Oui. Alors, disons que nos animaux de compagnie ont déjà développé des vocalises, des gestes pour nous faire comprendre des choses. Un chien qui va gémir devant la porte, il ne le ferait pas s'il était dans la nature. Il le fait parce que c'est pour nous indiquer quelque chose. Ensuite, il y a le rôle de l'animal miroir. Moi, je crois beaucoup en ça. Au-delà des traits physiques ou psychologiques qu'on peut avoir en commun avec notre animal, je crois qu'on se choisit aussi parce qu'on a des points communs. Ça peut être des passions communes, mais ça peut être aussi des blessures communes. Et là, l'animal, il va nous renvoyer. Parce que l'animal est unique, il est un. Il ne fait pas semblant. Et c'est à ce moment-là qu'il peut aussi avoir ce rôle de miroir. C'est-à-dire quand on est triste et qu'on fait semblant d'être gai, par exemple, même si on n'en a pas conscience, l'animal, ça le perturbe. Parce que soit lui, il est triste, vraiment triste, et il l'assume, soit il est gai. Il ne peut pas être les deux en même temps. Et nous, on se voile la face pour énormément de choses. Donc, au fil du temps, ça crée un bug. Et ces deux informations contradictoires, il a du mal à les interpréter. Au fil du temps, ça peut engendrer des problèmes physiques ou de comportement. Donc ça, à ce niveau-là, ils sont vraiment très utiles. Après, si vous parliez des animaux qui détectent les maladies graves, il y en a, à l'odeur, je pense que là, on est proche de vibrations plus que de l'olfaction. C'est une fréquence, notre fréquence interne qu'ils doivent capter, un peu comme les animaux qui captent quand il va y avoir un tremblement de terre ou un tsunami. Et qui s'enfuient bien avant que ça n'arrive, évidemment. Ils ont cette sensibilité vibratoire incontestable. Quel est le truc le plus improbable qu'on ait eu l'occasion de vous demander en communication animale? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas de limite. Qu'est-ce que vous auriez, vous, je sais pas, comme question improbable? Improbable, évidemment. Quand on se dit ça, ça paraît alors logique, je ne sais pas, parce qu'il y a encore des gens... toujours quelques petits détracteurs à droite à gauche, mais quand on parle d'un chat, des chiens, des chevaux, ok, des cétacés, ok, on sait la relation qu'on peut avoir, par exemple, avec les dauphins, avec les requins, les baleines, bon, il y a toujours quelque chose. Mais c'est sûr que si on commence à parler d'un moustique, d'une mouche, des fourmis ou éventuellement d'une sauterelle ou d'une coccinelle, tout de suite, il y a un regard un peu amusé, et là, je sais très bien qu'il y a 2-3 personnes qui vont dire « oui, bien sûr, bien sûr ». Eh ben, je dirais pourquoi pas, en fait. Évidemment, évidemment. Et c'est pour ça que je vous demande, est-ce qu'il y a des trucs improbables qu'on ait pu vous demander au travers de... Oui, alors, j'ai pas fait la communication, mais une fois, on m'avait demandé avec des punaises de lit. Non, mais... Mais en fait, j'ai une consoeur qui a fait réellement une communication avec des punaises de lit. Et ça a été très utile. Alors, elle est au Canada, donc... voilà, l'ouverture d'esprit n'est pas tout à fait la même peut-être, mais en tout cas, elle l'a réellement fait. Et donc, c'était en substance, qu'est-ce qu'elle faisait c'est parce qu'il y avait des chiens qui détectaient les punaises de lit et il fallait en fait éduquer les chiens à rechercher les punaises. Enfin, je me souviens plus très très bien de l'histoire, mais donc elle a fait ce genre de communication. Ouais, ça c'est... C'est spécial. Après, là, je vous parlais des cartes oracles. J'ai fait des communications avec des insectes et des animaux réputés nuisibles. En fait, il y a une grande sagesse derrière. C'est juste, souvent, ils nous font peur ou ils nous dégoûtent parce qu'on ne les connaît pas bien. Mais on voit ça entre humains. Ceux qui ne nous ressemblent pas, on n'est pas tellement attiré vers eux. C'est naturel. Les cafards. Ouais. Alors aussi, j'ai fait une communication avec des frelons.
j'ai comme ça fait une communication avec des mouches. Les mouches, ce sont nos éboueurs qui vont boulotter tous nos restes. Alors, je vais saluer les personnes qui vont découper l'extrait dont vient de parler Corinne à l'instant, qui vont se dire, voilà, vous avez vu ça sur les réseaux? Il y a des gens qui prennent nos extraits. Ah non. Comme ça, et qui viennent ensuite derrière dire mais écoutez, regardez ce que je viens de voir, c'est n'importe quoi, etc., etc. Il y a des gens qui prennent le temps de oui. Voilà. Alors je dirais à ces personnes, avant de juger, de faire leur propre expérience. Bien sûr, mais non, mais bien sûr, mais bon, c'est des gens. Et sinon, rigoler quoi, ça fait du bien aussi. Mais bien sûr, rigoler, oui, bien sûr, bien sûr. Et qu'on parle de vous en bien ou en mal, le principal c'est qu'on en parle évidemment. Un petit mot sur cette petite chienne qui a ramené le billet qu'elle avait trouvé par terre. Racontez-nous cette histoire. Oui, alors ça, c'était au tout début. Moi, je m'éclatais à communiquer avec des animaux comme ça, mais bon, en même temps, c'était un peu délicat d'en parler. Alors, parce que c'est... Voilà, on dit non, mais bon, elle est spéciale hein, quand même, Corinne. Et bon, je ne pensais pas du tout en faire une activité professionnelle. Moi, je m'amusais. C'était difficile de trouver, entre guillemets, des cobayes et d'oser en parler. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai des amis qui m'ont dit « Mais si, moi, il faut que je te rémunère parce que tu m'as rendu service, ça m'a évité d'aller chez le vétérinaire. » Bon, alors, je précise quand même, vraiment, que je ne remplace en aucun cas un diagnostic vétérinaire et en aucun cas je ne suis habilitée à proposer un traitement ou quoi que ce soit. Absolument. Mais quand il y avait un petit souci et que ça a été résolu juste avec un conseil naturel parce que l'animal se sentait mieux émotionnellement, eh bien, c'est des personnes qui m'ont dit « Mais moi, il faut que je te rémunère ». D'abord, j'ai une amie qui m'a fait du chantage. Elle m'a dit, de toute façon, si tu veux pas que je te paye, je te demanderai plus. Et c'est mes animaux qui vont en pâtir. Bon. Petit chantage. Alors, j'ai commencé à réfléchir. Et puis après, j'avais une très bonne amie qui venait d'adopter un chien. Donc, je lui ai dit, je te fais une communication avec ton chien pour l'accueillir dans les meilleures conditions. Ce sera mon cadeau de bienvenue. Elle me dit, mais non, pas du tout. D'abord, il a trouvé un billet par terre dans les écuries. Je pense savoir à qui ça appartient. C'était une vraie peste. Donc, au moins, ça sera bien utilisé. Donc, dans la foulée, le chien, il a payé sa consultation, il a mis le tarif et moi, j'ai blanchi de l'argent. Ça, c'est des histoires comme ça, des tranches de vie que je trouve magnifiques. Alors, on va parler, bien sûr, de votre livre, Communiquer de manière intuitive avec votre animal, une préface de Jacques Perrin, qui est un réalisateur, producteur de documentaires sur notamment la nature au sens large, le monde de la nature au sens large. Un petit mot sur Monsieur Perrin. Ah, c'était mon rêve de lui demander de préfacer ce livre. Et comme quoi, il faut rêver. Parce que je l'avais rencontré avec sa femme dans une exposition d'art que je co-organisais, d'art animalier, évidemment. Et j'ai recontacté sa femme et il a accepté. Et il est venu chez moi en personne. Mais le prince charmant de Podane. Et ça, c'était avec cette voix profonde, etc. Et il a fait une très belle préface. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Alors ce livre, évidemment, et vous le dites, qui n'a pas rêvé de pouvoir parler avec son chien, son chat, son cheval ou avec des animaux sauvages? Et si aujourd'hui ce rêve devenait pour vous une réalité, c'est-à-dire qu'à l'issue de la lecture de ce livre, quand on met en pratique, ouais, ça marche? Je transmets toutes mes connaissances, enfin, pas toutes au sens large de toutes mes pratiques, mais concernant la communication animale, j'explique exactement comment procéder avec des exercices. Il y a des animaux qui ont accepté de se prêter au jeu, dont ma chatte, Mimi, qui est aussi une très grande enseignante. Et je dirais que c'est un peu comme le livre d'un chef cuisinier. Je vous donne la recette. Après, il faut pratiquer. Déjà, il faut pratiquer. Bien sûr. Et ensuite, ça ne remplace pas
peut-être de le faire en vrai, en suivant mes conseils en direct. Mais en tout cas, là, on a les clés pour faire ces expériences par soi-même, en tout cas essayer. Il y a aussi un angle quand on approche les animaux comme ça et que parfois on parle de soins au travers, en tout cas d'accompagnement et de prise de conscience au travers des animaux. C'est tout ce qui concerne les personnes qui sont en situation soit de handicap, d'autisme par exemple. En équithérapie, on travaille beaucoup avec les autistes. Est-ce que vous savez ce que pensent ces chevaux quand ils sont face à une personne qui est en situation de handicap ou avec un autisme? Alors, je ne l'ai pas fait avec des chevaux, mais j'ai participé pendant 2 ans à un programme de médiation animale assisté par la communication intuitive auprès d'enfants polyhandicapés qui n'avaient pas la parole. Donc, il y avait une médiatrice animale et je faisais la traduction des animaux et la traduction des enfants. Et c'était incroyable. Parce que les animaux ne sont pas que des animaux pour venir faire la récré et distraire ou stimuler ces enfants. Ce sont des thérapeutes. Ils ont réclamé notamment un des lapins, qui s'appelait Morphine en plus. Morphine. Lui, il a posé les règles. Il a dit, moi, je suis un vrai thérapeute. Et il a même proposé des activités. Et on en discutait après avec la médiatrice, qui évidemment est ouverte sur le sujet, qui est aussi formée en communication animale. Et elle a pu voir, on a pu constater les effets. Et les enfants, ils pouvaient parler de leurs préférences concernant les animaux, ce que ça leur faisait, le contact avec le lapin, avec le chien. Avec, mais ce sont des enfants polyhandicapés qui n'avaient pas la parole. Vous non, j'étais connectée intuitivement à eux. Oui. Et donc, mais parce que ça, moi je suis convaincu de ça, mais on peut comprendre qu'il y a des gens qui disent, mais évidemment, elle peut nous dire que l'enfant dit ça, et l'enfant il ne peut pas confirmer, et l'animal ne peut pas confirmer non plus. Donc c'est votre parole contre... Vous voyez ce que je veux dire? Pardon, après, je vous pousse un peu oui, mais après il y avait des observations qui étaient faites. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement le résultat. C'est le comportement de l'enfant? Oui, c'est-à-dire l'enfant qui se détendait. Et alors, un truc magique, parce que c'était à Strasbourg, à la fin de la première année, je suis allée sur place pour rencontrer tout le monde, parce que je ne les avais jamais vus. Je travaille à distance, sur photo. Et là, moi, je ne suis pas très familière du monde du handicap. Et je ne côtoie pas ces personnes régulièrement. Donc, on s'est rencontrés, tout se passait bien, etc. Et c'est la médiatrice qui m'a dit, mais tu sais, mais c'est incroyable parce qu'ils ont fait comme s'ils te connaissaient déjà. D'habitude, quand ils ne connaissent pas une personne, ils réagissent assez fort, ou avec des cris, ou en fait, ils montrent une certaine excitation. Mais là, non, c'était naturel. Et c'est vraiment les faits qui m'intéressent. Et vous êtes convaincu que il y a une télépathie entre ces enfants polyhandicapés et ces animaux? Ah oui. Alors, télépathie, c'est un peu restrictif. Pour moi, la télépathie, c'est une partie de la communication intuitive. Et ça serait de la clairaudience. Mais si c'est une clairaudience, comment se fait-il que la clairaudience de l'animal passe chez ces enfants polyhandicapés là où la clairaudience de vous ou moi ne passe pas? Je pense que ça marche un peu comme les aveugles qui développent d'autres sens. C'est-à-dire, eux, ils sont centrés sur un univers intérieur déjà. Et c'est ce qui se passe quand on est en communication avec un animal. On est centré sur nos perceptions intérieures. Par exemple, juste comme ça. Si je vous demande de fermer les yeux, est-ce que vous arrivez à recréer l'image de votre chienne? Bah oui, sans problème. De faire comme si vous pouviez la toucher. Et je l'ai touchée avant même que vous me le demandiez. Ouais. Maintenant, vous pouvez l'entendre gémir ou aboyer? Oui, très clairement, oui. Eh bien, et peut-être son odeur de chien mouillé quand il a plu. Même pas mouillé. D'accord. Alors, on reçoit les informations sous cette forme-là. Donc, c'est grâce à nos sens physiques qu'on va reconnaître des choses, mais c'est en perception intérieure, en se centrant sur notre univers intérieur. Donc, on ne voit pas en vrai.
C'est comme dans un rêve. On ne sent pas en vrai. On se souvient on a une bibliothèque olfactive et on va dans cette bibliothèque trouver la bonne référence. Mais c'est là où toute la difficulté, c'est de se dire qu'est-ce qui est de l'ordre de mon mental et donc du souvenir enfoui dans mon mental. Vous me disiez, est-ce que vous êtes capable de retrouver son odeur, etc. Oui, évidemment. Mais ça, c'est pas une communication intuitive que j'ai à l'instant où on en parle. Non. C'est Là, un je vous souvenir que j'ai. ai montré sous quelle forme on reçoit les informations. Oui, ok. C'est juste un exemple. Et après, il faut les décrypter, parce que votre chienne, vous l'avez reconnue, mais vous n'avez pas vu tous les détails. Et ça, après, c'est très, très riche et ça se travaille. On a des canaux de perception, des facilités. C'est un peu comme les leçons qu'on apprend à l'école. On est plutôt clairaudient quand on retient les cours à l'oral, ou plutôt kinesthésique, c'est la clairsentience quand on est obligé de réécrire ses cours pour les retenir, ou même de bouger en même temps, et plutôt clairvoyant quand il suffit qu'on lise son livre ou son cahier de cours pour retenir. Et ça, ce sont un peu des indications pour connaître son canal de prédilection. Mais l'animal a son canal aussi. En tout cas, vous formez aujourd'hui ? Ça se déroule de quelle manière ? Eh bien, en fait, j'explique de quelle façon je procède. Et on a des exercices en direct avec, alors pas des animaux présents sur place, parce que là, ça serait un joyeux bordel, je pense. Mais sur photo. Et généralement, bon, la plus grosse problématique, c'est le mental qui vient nous empêcher un petit peu, comme ce que vous disiez tout à l'heure. Bah oui, c'est peut-être mon imagination. Mais l'imagination, c'est une conception du mental. Si je vous demande d'imaginer une maison, la maison de vos rêves, vous allez la construire de façon rationnelle. Ce ne sera pas une maison dans les nuages. L'intuition, c'est une connaissance immédiate, sans base fondée, connue. Il faut oser les livrer. Et là, le mental peut dire si j'y arrivais pas. Et si j'y arrivais, je vais passer pour une vieille sorcière. Et je veux y arriver. Donc, la première démarche, c'est vraiment de laisser le mental de côté, d'aller lui dire, alors attends, toi, s'il te plaît, va te reposer, va t'allonger sur le canapé, là. Je reviens avec les intuitions et tu vas les traduire. Combien de temps dure cette formation ? Alors là, je fais sur une journée parce que c'est très intense, l'initiation, une journée de perfectionnement où on ouvre sur les animaux décédés et tout. On fait sous forme de méditation guidée, en fait. On peut aller explorer des lieux, voilà. Et puis là, je suis en train de travailler à une formation professionnalisante. J'ai aussi une formation que sur l'intuition, pour s'en servir dans la vie de tous les jours. Parce que c'est la liberté, renouer avec l'intuition. C'est reprendre le pouvoir. Quand je fais une émission comme celle que nous faisons là, et que je rentre chez moi après, évidemment que je regarde ma chienne complètement différemment. Et je la regarde dans les yeux, et je me dis, nom de Zeus, il n'y a rien qui passe. Je n'arrive pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut prendre le temps. Et bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je la regarde comme ça, et on se fixe pendant de longues minutes. Et je lui dis, qu'est-ce que tu essaies de me dire ? Alors, peut-être essayer juste de vous poser à côté, puisque vous m'avez dit, elle vient se mettre... Elle vient tout le temps, c'est un chat. Et laissez-vous aller comme à l'endormissement. Et simplement, laissez venir toutes les pensées, les sensations. À ce moment-là, ça peut être des couleurs. J'ai une élève, elle ne voyait que des couleurs. Et bien du coup, je lui ai conseillé d'aller se faire un dictionnaire des couleurs. Parce que le bleu ciel, c'est pas le bleu marine. Le vert là, c'est pas du vert forêt. Donc il y a toute une gamme chromatique qui peut avoir des significations différentes. Il peut y avoir des symboles. Et puis, à ce moment-là, prenez-le pour argent comptant. Notez-le juste. Et puis, regardez ce qui se passe. Moi, je me sers aussi... je vais rechercher sur Internet quand il y a des choses qui sont un petit peu brumeuses pour moi. Mais posez-vous et laissez venir. Vous êtes
également une référente, une consultante d'une association. Vous travaillez toujours avec l'association ? Non. Non ? En fait, il n'y a plus, pour l'instant, D'accord. Il n'y a pas de nouveaux projets. Bon. En tout cas, c'est vrai que c'est passionnant, cette thématique des animaux. On dit souvent qu'il n'y a pas de problématique chez les animaux, il n'y a que de mauvais maîtres. C'est pareil pour les humains. C'est pareil pour tout, je pense. Et je crois que la clé, peut-être de les écouter, mais peut-être de nous écouter peu plus. Ouais, je pense que c'est aussi ça, la base. Alors, qu'est-ce que vous avez comme animaux, vous, chez vous, en ce moment, alors ? 3 chats. 3 chats ? Vous préférez les chats aux chiens ? J'ai plus d'affinité. Ouais. J'ai été élevée avec des chiens. J'ai eu une chienne, géniale. Et c'est la chienne qui est sur la couverture ? Non, ça, c'est pas une de mes photos. Ah, ok. J'avais une chienne Westie. Et les chats, parce que d'abord, ils ont un regard pénétrant, incroyable. C'est vrai. Même en dessin, les yeux des chats, c'est ce qu'il y a de plus difficile à dessiner. Ouais. Et j'aime beaucoup leur indépendance. Je suis aussi indépendante. Donc, on est coloc à la maison, en fait. Voilà, 3 chats. Ouais. Et puis, ma grande passion, c'est les chevaux. Ben oui, évidemment. Voilà. J'ai toujours un cheval qui trotte dans ma tête. C'est sûr. Et les 3 chats, il vous arrive d'avoir une information d'un chat qui ne supporte pas l'autre ? Bon, ça se voit en général, en direct. Mais ça arrive que, de temps en temps, par exemple, Mimi, la maman parce que j'ai la maman et 2 gamins. Les 2 petits, ok. Elle vient me voir, elle se colle, elle se frotte, puis jusqu'à ce que je dise « Ok, d'accord, on va papoter ». Mais là, ça m'oblige, moi, à me mettre dans cet état de conscience modifié pour capter ce qu'elle souhaite me transmettre. En général, elle est très sage, très sage et bien inspirée. Et est-ce que cette mère sait que ce sont ses petits, encore ? Non, je pense que c'est un petit peu différent chez les animaux et chez les humains. Alors, dans ce que je perçois, il y a un attachement maternel qui est lié aux hormones au départ. Et au fur et à mesure, ça peut se transformer, ce lien peut se transformer. Alors, soit parce qu'ils se séparent, ils vont mener chacun la vie de leur côté. Les chats sont très territoriaux. Soit ça peut se transformer en amitié, en vrai lien d'amour. Mais je n'ai pas... là, je n'ai pas la réponse que ça viendrait d'une connaissance de lien familial. Ah, c'est ça. D'ailleurs, est-ce que chez l'humain, ce serait pareil ? Si on ne mettait pas l'accent sur cette notion de famille, on peut avoir une famille de cœur aussi. C'est vrai aussi, c'est vrai, vous avez raison. Le site internet connexion-intuitive.com pour prendre contact avec Corinne. Consultation à distance, oui. Sur photo, j'imagine, oui. Oui. Hein, c'est mieux. Et puis en direct à Pont-l'Évêque. Et puis en direct à Pont-l'Évêque si vous voulez aller en Normandie. Et puis pour expérimenter, travailler et voir de quelle manière on peut décupler nos sens au travers de cette communication animalière intuitive, eh bien, il y a le livre qui est ici et on va mettre les liens autour de la vidéo pour que vous ayez toutes les références. Que du bonheur. Merci infiniment. Merci Marc. Merci, c'était super de vous entendre. Et gros bisous à votre chérie. À Rosalie. Rosalie, j'ai essayé de la faire venir ici, mais à chaque fois, elle grogne quand elle entend passer des gens. Ouais. Elle a je disais en arrivant, elle a un c'est côté une très protectrice. Ouais. Très, très protectrice. Elle aime bien être au courant de tout ce que vous faites. Hein. Ah, puis alors, elle est d'une jalousie. C'est à moi. Hein. On sent que c'est ça, en fait. Hein. Donc, bon. C'est un spécimen petit équel nain. Ils ont beaucoup de caractère. Merci Corinne, merci beaucoup. Merci Marc. Prenez soin de vos animaux évidemment, commentez avec bienveillance comme toujours, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre sur ABC Talk. Salut à tous.